Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va parler d'une possibilité de revoir un Bitcoin à 50 000 et peut-être pourquoi pas 40 000 $, avant la fin du cycle, même potentiellement cette année. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, qu'est-ce que je compte faire pour pallier à tout ça et essayer d'en profiter également aussi. Bien sûr, je ne rentrerai pas plus dans le détail que ça parce que je vais réserver tout un live à la communauté CryptoPump, aux élèves de la communauté CryptoPump, où là je vais rentrer beaucoup plus dans le détail de ma stratégie. Mais je vais déjà vous donner quelques pistes pour que vous puissiez, vous de votre côté, aussi comprendre là où je veux en venir et aussi essayer de vous en protéger au maximum. Évidemment, je vais commencer cette vidéo par rappeler mes objectifs sur Bitcoin pour ce cycle. On va faire un petit update aussi au niveau de l'analyse de Bitcoin pour voir où on en est, où on se situe au niveau technique par rapport à ce qui s'est passé sur les dernières semaines et les derniers jours. Évidemment, je tiens à le rappeler en introduction, il n'y a pas de raison de paniquer. Je ne suis pas en train de dire que Bitcoin n'ira pas chercher les objectifs dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, que je vais vous rappeler justement après. Je dis simplement qu'il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir de la volatilité, il va y avoir des périodes avec des gros drawdowns, c'est-à-dire des baisses assez importantes. Et l'idée, c'est de s'en prémunir au maximum parce que ceux qui réussissent en crypto à la fin d'un cycle, c'est ceux, à mon sens, qui ont réussi à anticiper au mieux ces phases-là. Pour ceux que ça intéresse, je vais reparler du club privé CryptoPump en fin de vidéo. Évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer avec, dans un premier temps, une analyse de Bitcoin. On se retrouve ici sur Bitcoin. Alors au niveau de l'analyse, il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé. Il n'y a pas eu de grosses différences par rapport à la dernière fois. Ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, cette zone de vente continue de faire le travail. Si vous regardez ici, on continue de rejeter ici cette zone. Donc c'est la zone que vous voyez juste ici. Je vais la colorier en rouge, comme ça vous allez bien la repérer. Pour les prochaines vidéos, ça va vous être utile. Alors je vais la mettre en rouge ici, hop. On la met en rouge, parfait. Donc c'est cette zone pour l'instant qui repousse le prix. On est toujours entre 71 et 72 000 $, là où il y a beaucoup de liquidités à la vente, il y a beaucoup de niveaux de liquidation. Donc il y a beaucoup de raisons, entre guillemets, pour les vendeurs de tenir ce niveau parce qu'ils n'ont pas envie de se faire liquider d'une certaine manière. Donc tant qu'on n'arrivera pas à passer ce niveau-là, ça va être très compliqué d'aller chercher les objectifs dont j'ai parlé, qui sont 75, 83, je vais les rappeler juste après. Donc on est toujours dans ce cas de figure. Pour moi, la cible ne change pas. On va toujours vers une cassure des 71-72, même si pour l'instant c'est difficile. J'envisage effectivement qu'il y ait une bonne news à un moment donné qui nous permette d'aller casser ce niveau. Donc 71-72, récupérer la liquidité. Ça nous amènera très rapidement à 75 dans cette zone ici, cette deuxième zone de vente. Et ensuite, l'objectif, c'est 83 pour notre premier palier d'extension sur Bitcoin. Donc, c'est seulement le premier palier. Attention, on n'est pas du tout sur une fin de cycle ou quoi que ce soit. Ici, on voit qu'on est plutôt dans une phase corrective. Vous voyez qu'on a eu ce mouvement impulsif. Si on se met en 3 jours ici, voilà. On a eu ce mouvement impulsif très simple. Impulsion, correction, nouvelle impulsion. Et là, on est en train de corriger. D'accord? Donc sous forme de correction en range, voire à la limite un flat ici, ça peut être également un flat, bref, peu importe. Ce qui nous importe surtout, c'est que on n'a pas un gros mouvement baissier, comme d'habitude, ce que je répète souvent. Ce qui est pas bon dans des structures haussières, c'est d'avoir des mouvements baissiers impulsifs, une grosse bougie impulsive ou une série de bougies impulsives baissières qui du coup nous indiquerait potentiellement une volonté d'aller chercher de nouveau plus bas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et donc on continue de chercher de l'achat pour aller chercher au minimum la prochaine zone. Donc ça, c'est pour l'update. Il n'y a rien qui change. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de volatilité ces derniers jours, notamment mercredi avec la décision sur les taux d'intérêt de la Fed et les chiffres de l'inflation. Et donc du coup, ça a un peu fait paniquer tout le monde parce qu'on a eu une grosse bougie à la hausse, mais également des bougies à la baisse le jour d'après. Donc bon, forcément, les gens étaient un peu en panique. Pour moi, pour l'instant, il n'y a rien qui change. On reste toujours dans la même logique, venir casser le précédent ATH, donc faire un nouvel ATH et venir récupérer la liquidité qui est présente à 71-72 000 $. Donc voilà, ce petit update, c'était surtout pour vous rassurer et pour aussi vous montrer que je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. J'ai toujours le même plan sur Bitcoin, d'accord? Je reste sur ce plan-là, sur le long terme évidemment. Et là, je vais justement vous rappeler les cibles que l'on a sur le long terme, donc à l'horizon d'un cycle de bull run. Donc un cycle de bull run, ça peut durer 1 an, comme ça peut durer 1 an et demi, comme ça peut durer 2 ans. En plus, on sait que ce cycle-là, il est un petit peu différent puisqu'on a eu la validation des ETF avant le halving. Bref, ça peut peut-être potentiellement être un cycle beaucoup plus long. Et donc, les cibles sont les suivantes, je le rappelle encore une fois. 83 000 ici, d'accord? Donc aux alentours de 82-83, c'est là que commence la zone. Ensuite, on a une autre cible ici entre 100 000
et 102 000, d'accord, donc pile sur le niveau des 100 000, qui va être forcément un niveau psychologique très fort. Donc ça, c'est les 1,618. 1,618, c'est l'extension minimum sur un bull run, minimum. Si Bitcoin ou n'importe quel actif, lors d'un bull run, s'arrête sur 1,618, c'est que globalement, c'est pas un cycle incroyable, d'accord? Parce que 1,618, c'est vraiment le minimum. Ça voudra dire qu'on a eu un cycle vraiment tout pourri. C'est très très rare qu'un actif s'arrête à 1,618. Au minimum, c'est 1,618, on peut s'arrêter, mais c'est assez rare qu'on s'arrête sur ce niveau. Ensuite, on va voir les 2,618 aux alentours de 153, 155, d'accord, si on trace une zone autour du niveau. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on n'est pas dessus, hein, on en est encore loin, donc je le ferai plus tard. Ici, 2,618, c'est possible qu'on s'arrête là, d'accord? 2,618, c'est un niveau d'extension sur lequel on a souvent des fins de cycle, des fins d'impulsion, des fins de bull run carrément, et donc c'est une possibilité qu'on s'arrête sur 2,618, donc à partir de là, c'est vraiment important de prendre des profits. Autant c'est important d'en prendre sur 1,618 parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, et c'est le minimum, mais ça peut très bien s'arrêter là, autant sur 2,618, il faut prendre un maximum de profits possible, parce que souvent, ça peut annoncer la fin. Et ensuite, si on va chercher, ça peut arriver, mais c'est possible encore une fois qu'on n'aille pas chercher ce niveau, donc il faut vraiment pas compter là-dessus, il ne faut pas se dire je garde tout jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on n'est vraiment pas sûr de l'atteindre. C'est les 3,618 ici, donc ça nous amènerait entre 207 et 208 000 $ sur Bitcoin. Donc voilà, ça c'était pour vous rappeler les niveaux, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément noté, ou ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Comme ça, vous connaissez un petit peu les niveaux. Je tiens à rappeler, c'est pas des niveaux qui sortent de mon chapeau, c'est pas un truc que je sors comme ça, un petit peu comme un tour de magie. Non, c'est des niveaux qui sont basés sur les extensions de Fibonacci. C'est un outil que j'utilise depuis des années en trading et dans l'investissement. Et donc je connais très bien cet outil, je sais comment il fonctionne, je sais les niveaux qui sont régulièrement recherchés par le prix. C'est pour ça que je vous parlais justement des 1,618, de 2,618, etc. Et c'est des niveaux qui m'ont permis de prendre des profits très intelligemment sur beaucoup de projets lors du bull run de 2020-2021, donc le dernier. Et ces niveaux-là m'ont évité de me faire piéger et in fine de me retrouver à la fin du bull run et au début du bear market à avoir pris absolument aucun profit sur aucun projet. Donc c'est vraiment des niveaux qui sont très puissants, qui ont une grosse pertinence. D'ailleurs, la fin du bull run 2020-2021 s'est arrêtée tout pile sur les 3,618 d'extension. Donc en fait, on avait vraiment le timing de la fin du bull run précédent. Donc c'est vraiment des niveaux qui sont importants. Je vous invite à les noter et à en prendre compte. Bien sûr, ce n'est pas une parole d'évangile, donc faites votre analyse de votre côté et ne vous basez pas uniquement sur ça. Mais ça peut vraiment aider et c'est vraiment des niveaux qui sont très puissants. Donc je tenais à les rappeler. Allez, c'est parti, maintenant on aborde le vif du sujet. Comment ça se fait? Pourquoi Bitcoin pourrait chuter et nous amener dans une vague baissière aux 50, 40 000 $, etc. Pourquoi on pourrait avoir ce cas de figure? Ici, je vous ai mis le SP500, donc c'est un indice qui représente les 500 plus grosses capitalisations américaines, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc le SP500 est ici en noir, hein, d'accord, on a un historique qui est quand même assez long, puisqu'on voit qu'on a au-delà de 2000, d'accord, donc on a même les années 1900, etc., donc c'est plutôt pas mal. Nous, on va s'arrêter aux années 2000, c'est déjà très bien pour l'historique qu'on recherche et la démonstration que je veux vous faire. Et ensuite, en rouge, vous avez les taux d'intérêt directeurs de la Fed, c'est-à-dire les fameux taux que la Fed décide d'augmenter ou de baisser pour influer sur l'inflation, ou alors pour tout simplement stimuler la croissance économique, ou alors faire un resserrement monétaire. Bref, je pense que vous connaissez un petit peu ces différents mécanismes. Globalement, ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que la Fed va baisser les taux pour pouvoir soutenir l'économie la plupart du temps. Et ce faisant, très généralement, elle va créer de l'inflation, elle va engendrer de l'inflation par cette baisse de taux. A l'inverse, quand la Fed va réaugmenter les taux, son objectif c'est de combattre l'inflation, donc c'est-à-dire de faire baisser l'inflation. Donc elle va remonter les taux pour créer un environnement économique plus strict, de rendre plus difficile le recours au crédit notamment et à l'investissement, et donc essayer par ce biais-là de lutter contre l'inflation. Bon, effectivement, il y a encore plein d'autres choses qui se jouent dans les hausses et les baisses de taux, mais l'idée c'est pas de faire un cours économique, c'est de comprendre quel va être l'impact sur Bitcoin et d'anticiper potentiellement les conséquences de la prochaine baisse des taux qui est censée arriver au cours de cette année, voire peut-être de l'année prochaine. Alors ici, je vous ai découpé le graphique en trois. Vous avez ici des bâtons qui sont positionnés ici et qui découpent le graphique en trois parties différentes. Ces trois parties représentent à chaque fois les baisses de taux au niveau du taux directeur de la Fed. Donc on en a trois, on en a une ici en 2000, une ici en 2007
une ici en 2019. Je vous ai mis ici la réaction du prix en rouge suite à cette baisse de taux. Ensuite ici la réaction du marché quand on arrive au niveau du pivot, c'est-à-dire quand on a baissé les taux suffisamment et qu'on s'apprête à les réaugmenter. Il y a toujours une phase de plateau où les taux ne bougent pas, donc ils n'augmentent plus mais ils ne baissent plus. Donc ça c'est cette fameuse phase de plateau. Et ici il y a une petite subtilité qu'on verra juste après pourquoi c'est en orange et pas en rouge ou en vert. Donc ici ce que vous remarquez assez simplement c'est que dès qu'on a des baisses de taux, derrière le marché, donc le SP500 chute. Ici, on a une baisse de taux, le SP500 chute. Ici, on a une baisse de taux, le SP500 chute. Ici, on a une baisse de taux, il continue de monter et il va chuter par la suite ici. C'est important de noter pourquoi je vous montre le SP500 et pas le Bitcoin. Déjà parce que sur le SP500, on a plus d'historique. Bitcoin, on a un historique que depuis 2008. Le SP500 peut remonter jusqu'aux années 2000 et même avant. Deuxième chose, c'est que le SP500 est beaucoup plus représentatif des potentielles baisses sur les marchés. J'englobe tous les marchés. Indices, actions, forcément, crypto, etc., etc. Et surtout, on sait que Bitcoin aujourd'hui n'est pas une réserve de valeur. Bitcoin n'est pas une réserve de valeur comme peut l'être l'or ou l'argent, plutôt l'or d'ailleurs. Bitcoin est simplement un actif volatile d'investissement, comme pourrait l'être une action ou comme pourrait l'être le Nasdaq. Bitcoin, ça pourrait être un indice, comme le Nasdaq. Il pourrait même faire partie intégrante du Nasdaq. Donc Bitcoin va plus bouger comme les indices plutôt que comme l'or. D'accord ? Donc ça, c'est important de le savoir. On n'est pas du tout dans un truc de Bitcoin est là pour nous protéger de la dévaluation des monnaies, de l'inflation ou ce que vous voulez. Bitcoin est là pour générer du rendement, faire de l'investissement. En tout cas, il est perçu comme ça. Effectivement, il sert aussi de protection à la limite si vous n'avez pas confiance aux monnaies traditionnelles, mais pour le marché, c'est sûr que c'est un actif qui va bouger en même temps et de la même manière que les actifs risk-on, que sont les actions, donc les indices dans la globalité, puisque les indices sont simplement des représentations d'un panier d'actions, d'une économie ou d'un pays en général. Donc ici, une fois qu'on a eu la baisse des taux et donc la baisse du prix du SP500, ici donc on a bien la baisse de l'indice. Derrière, on a cette phase de recover, cette phase de pivot, et là on voit que le marché rebondit, d'accord ? C'est pareil ici, on a cette longue phase de pivot, d'ailleurs c'est pas très bien centré, je vais le recentrer juste ici, mais bon, je pense que vous avez un peu compris quand même la logique. Ici, vous voyez qu'on a cette longue phase de pivot, le marché, boum, il réagit, il rebondit énormément. Ici, on a cette petite anomalie, d'accord ? Mais quand on arrive ici sur la phase de pivot en vert, vous voyez que le marché, boum, il rebondit très très rapidement. Puis ici, on a bien cette baisse qui se marque. Donc, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais en fait, tous les niveaux que tu as marqués, tous les points que tu as marqués, ça correspond à des crises économiques. Alors oui, je suis d'accord. Là, on a effectivement la crise de la bulle d'Internet, donc la crise des dot-com. Ici, on a la crise des subprimes en 2007-2008. Et ici, en 2019-2020, on a la crise du Covid. Donc, effectivement, ça correspond à des crises. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, souvent, on va baisser les taux dans des périodes de crise pour pouvoir stimuler l'activité économique, d'accord ? Pour pouvoir aussi aider au maximum. Souvent, les baisses de taux s'accompagnent d'assouplissement quantitatif, donc d'injection de liquidités sur les marchés pour aider au maximum l'économie. Mais en soi, on ne peut pas savoir si on ne va pas avoir une crise économique en 2024 ou en 2025. Potentiellement, cette baisse des taux va s'accompagner d'une crise. Et ça, on ne peut pas le savoir. Et donc, on est obligé d'anticiper cette possibilité. Ici, pourquoi on a une petite différence ? Vous voyez qu'ici, on commence à baisser les taux, mais le marché continue de monter jusqu'ici en janvier-février 2020, où là, le marché, boum, s'explose complètement et on chute très fortement. Et là, on continue du coup les baisses de taux jusqu'à arriver au fameux point de pivot. Donc, effectivement, on a une toute petite anomalie ici, mais on a vu que même quand on a cette anomalie derrière, ce qui se passe, c'est dans tous les cas une baisse du marché pour revenir sur des niveaux beaucoup plus bas, parce que là vous voyez que le SP500 est passé de 3250 points à 2250 points quasiment, donc on a eu quand même une baisse relativement significative. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Ce qu'on peut en tirer, c'est que dans un premier temps, quand la Fed baisse les taux d'intérêt, on va avoir une baisse des indices, d'accord ? On voit clairement une baisse des indices. Et que très vite, par la suite, quand les taux commencent à se stabiliser sur des fameux points de pivot, c'est à ce moment-là qu'on voit les rebonds sur les actifs en question. Ça a été la même chose sur Bitcoin lors de la baisse
au niveau du Covid, on a eu une grosse baisse au niveau de Bitcoin, et quand on a atteint ici le pivot au niveau de la Fed, c'est-à-dire ce fameux niveau où on ne touche plus aux taux, on les baisse plus mais on les augmente plus non plus, on a vu Bitcoin qui rebondissait assez fortement. Et donc une fois qu'on a observé ça, nous ce qu'on sait c'est que la Fed envisage de baisser les taux sur l'année 2024 et l'année 2025. Donc on sait qu'on va créer cet environnement de baisse de taux et donc potentiellement de baisse des indices et forcément des cryptos qui vont suivre derrière. Forcément, vous l'avez compris, ce moment-là, il sera que temporaire, puisque après on va atteindre un pivot, un fameux plateau où on va plus toucher au taux et ça va permettre d'avoir des rebonds au niveau du marché. Mais pendant cette phase justement de baisse, on risque d'avoir effectivement une baisse des marchés risk-on. Évidemment, il y a une possibilité où la Fed commence à baisser les taux et on n'a pas d'environnement suffisamment négatif pour créer une pseudo-crise, on va dire un petit crash sur le marché, et que donc on se retrouve tout simplement avec une baisse de taux qui ne génère pas forcément de baisse significative sur le marché et sur les actifs risk-on. Ça reste une possibilité, puisque ici on a 3 occurrences devant nous, et on voit que les 3 occurrences ont quand même généré une baisse des marchés après une baisse de taux, mais on a quand même eu cette petite anomalie ici qui nous laisse suggérer que potentiellement on peut avoir un cas de figure différent. Le problème étant qu'on ne peut pas se baser sur ça pour continuer d'élaborer notre stratégie. On ne peut pas tout simplement se dire bon il y a une probabilité que ça ne se passe pas, donc je fais rien et je verrai bien. On est obligé d'anticiper ça. Et donc la manière de l'anticiper, et c'est ce que j'expliquerai aux élèves du groupe CryptoPump, c'est d'anticiper dans un premier temps la première baisse des taux de la Fed, de commencer à établir un plan par rapport au prix de Bitcoin à ce moment-là. Troisième point, anticiper un niveau de correction potentiel et intéressant par rapport aux différentes variations qu'a déjà fait Bitcoin sur ces phases de baisse. Quatrième point, préparer des liquidités pour réinvestir sur ces niveaux, puisqu'après, forcément, une fois que la baisse des taux sera terminée, on aura ce fameux niveau de plateau, ici, qui va nous créer un environnement beaucoup plus propice à l'investissement, et on pourra ensuite réinvestir massivement sur nos actifs risk-on. Et puis souvent, ces phases de plateau, comme je l'expliquais, s'accompagnent d'injection de liquidités sur les marchés, donc ce fameux assouplissement quantitatif, qui peut aussi permettre de doper les marchés et de créer des conditions encore plus favorables à l'investissement. Voilà, je vous ai donné ma réflexion, ma stratégie, ma façon d'aborder les choses, sans forcément trop rentrer dans les détails pour pas faire une vidéo trop longue, mais je vous ai quand même donné plusieurs points sur lesquels vous pouvez vous pencher pour essayer d'élaborer justement une stratégie et d'anticiper cette potentielle baisse des marchés crypto et notamment de Bitcoin. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Si vous avez des questions, que vous n'êtes pas forcément dans le groupe privé, je vais vous répondre avec plaisir en commentaire. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre sur cette thématique-là. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe privé CryptoPump, je vous mets tous les liens dans la description. Dans le groupe privé CryptoPump, vous retrouverez une formation complète où j'explique comment déterminer votre profil d'investisseur, les différents portefeuilles que vous pouvez avoir en fonction de votre profil. Donc, je vous donne des exemples de portefeuilles. Vous avez également un module complet sur le vesting schedule, l'allocation de tokens, détecter les bonnes narratives, les bons outils à avoir et à connaître pour analyser les projets, la team d'un projet, etc., etc. Ainsi qu'une introduction à l'analyse technique où je vous partage mes indicateurs que j'utilise pour avoir une vision macro et globale du marché via l'analyse technique. Bref, il y a plusieurs heures de vidéos de formation à ce niveau-là. Et puis vous avez aussi accès à un groupe privé avec tous les élèves de la formation et toutes les personnes qui sont accompagnées par moi-même dans le groupe privé CryptoPump, dans un groupe Discord où on discute entre nous et on s'échange les bons conseils, les bonnes astuces. Et en même temps, dans ce groupe, je vous partage en temps réel mes prises de position, ce que je fais sur le marché, et ça vous permet de savoir concrètement ce que je fais, de me suivre ou non si vous le décidez ou pas. Donc c'est un accompagnement vraiment complet où vous avez à la fois accès à de l'information via la partie formation et aussi à de l'accompagnement via la partie communauté. Et puis évidemment, je réalise un live par mois avec les élèves de la communauté pour partager des choses comme je le fais ici, mais aussi plein d'autres sujets. On peut aussi faire de l'analyse on-chain, de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, parler d'un projet en particulier, détecter des crypto-pépites, bref, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Donc voilà, c'est un accompagnement très complet. Je vous inviterai à aller voir ça dans la description de la vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez me suivre sur mes réseaux, tous les liens sont dans la description, que ce soit Instagram, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Vous avez juste
à scroller et vous allez trouver toutes les informations me concernant. Je crois que j'ai fait le tour, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve comme d'habitude prochainement pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.